Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'On va plus loin. Et au programme ce soir, la polémique au lendemain des incidents violents qui ont émaillé le défilé du 1er mai. Hier, des casseurs ont saccagé un quartier de Paris. Mise en cause, le gouvernement se défend de toute faiblesse. L'ultra-gauche serait à l'origine de ces incidents. 1200 Black Blocs étaient présents en tête de cortège, prêts à en découdre. Qui sont-ils? Comment sont-ils organisés? Il y a 15 jours, le mouvement Génération Identitaire déployait une banderole anti-migrants au col de l'Échelle dans les Alpes. D'où vient la montée de ces extrêmes aux méthodes parfois musclées, alors que l'extrême droite tente de se structurer en Europe? On posera la question à nos invités dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag OVPL. Notre match des idées, il oppose ce soir Romain Mouton à Élodie Mielzarek. Avec eux, nous reviendrons sur la délocalisation de Matignon dans le Cher. Édouard Philippe et la plupart de ses conseillers s'installent pour 3 jours dans ce département. L'exécutif au chevet des territoires, l'opération n'est pas nouvelle. Peut-elle réconcilier les Français avec leurs dirigeants 1 an après l'élection d'Emmanuel Macron? On posera la question à nos communicants. Le grand entretien, Bérangère Bond, directrice adjointe de la rédaction d'Europe 1, avec son ouvrage extrêmement documenté, Les mercredis de l'Élysée. Elle nous livre une plongée au cœur des conseils des ministres, ces réunions à huis clos qui rythment la vie politique et sont autant de moments qui éclairent la conception du pouvoir de chaque président. Pour elle, il y a d'ailleurs un peu de De Gaulle dans Macron. Elle nous dira pourquoi tout à l'heure. Mais avant cela, que s'est-il passé hier à Paris? Les images des casseurs saccageant des vitrines et incendiant des voitures ont fait le tour du monde. Pourquoi et comment ce traditionnel défilé des syndicats à l'occasion de la fête du travail a pu autant dégénérer? Avant d'en débattre avec mes invités, les explications de Stéphane Amalien. Les incidents d'hier peuvent-ils mener à une enquête parlementaire? C'est en tout cas la volonté du Parti communiste suivi par le PS. Pour Olivier Faure, l'exécutif alimente volontairement les extrêmes. C'est ce que le gouvernement recherche. Il cherche à avoir face à lui des oppositions qui soient les plus radicalisées possibles pour être finalement le seul parangon de la mesure et donc être sur ce couloir central seul. De son côté, la droite dénonce le manque d'anticipation des autorités. Le secrétaire général délégué des Républicains somme le ministre de l'Intérieur de s'expliquer. Car les groupes de casseurs avaient annoncé leur rassemblement sur les réseaux sociaux. Laurent Wauquiez parle de faillite de l'État régalien. De son côté, Marine Le Pen demande la dissolution des milices d'extrême gauche. Inacceptable saccage de Paris par les milices d'extrême gauche, galvanisées par le laxisme du pouvoir. Il est temps de frapper fort sur ces agitateurs professionnels. La gauche de la gauche pointe, elle, les casseurs qui jettent le discrédit sur les manifestants. Ceci n'est pas une activité révolutionnaire. Personne ne peut croire qu'en cassant une vitrine de McDo, on fait une activité révolutionnaire. Ce type de violence ne mène nulle part. C'est de la pure aventure. Et à la fin, ça finit toujours mal. Quand vous serez allé en tôle, quand vous aurez un casier judiciaire, vous servirez à quoi pour la lutte? À rien. Gérard Collomb a affirmé aujourd'hui que ceux qui appellent à l'insurrection seront poursuivis. Et pour débattre ce soir, mes invités sur ce plateau, Jannick Halimi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Bienvenue à vous. J'accueille également sur ce plateau Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Directeur du département politique et opinion à Harris Interactive. Pour nous éclairer, Patrick Martin-Genier est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales, auteur de ce livre, L'Europe a-t-elle un avenir, aux éditions Studirama. Et j'accueille enfin Elliot Lepers. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en mobilisation citoyenne, co-initiateur du mouvement contre la loi travail. On va parler dans un premier temps de ces Black Blocs, Jannick Halimi, puisque cette scène était saisissante hier à Paris. Quelle analyse faites-vous de cette démonstration de force? On dit qu'ils étaient environ 1200. On sait qu'aujourd'hui, 200 personnes ont été interpellées et 109 sont en garde à vue. Écoutez, ça prouve que dans cette France qui a élu Emmanuel Macron il y a encore 1 an, mais qui a fait aussi rentrer des groupes qui n'y s'y trouvaient pas, ou très très peu, comme le Front National ou la France Insoumise, il y a des gens qui, par tous les moyens, y compris la violence au bien, en tout cas, essaient de trouver un terrain, un moment, un espace d'expression, ne se sentant pas véritablement représentés à l'Assemblée nationale. Et de toute façon, je crois que ça fait partie de leur corpus idéologique. Ils ne cherchent pas, ce sont des...
croit-on, hein, ce sont des anarchistes, des autonomes, des personnes et des activistes qui nient toute représentation, qui ne veulent représenter qu'eux-mêmes. D'ailleurs, ils avancent souvent masqués, d'où leur nom, ils sont habillés en noir, les Black Blocs. Tout en noir avec des capuches, etc. Et sans comparaison n'est pas raison, puisque je parlais de la représentation à l'Assemblée nationale, il y a aussi, alors il ne faut pas tout mélanger, je ne voudrais surtout pas le faire, mais il y a aussi des extrêmes, bien sûr, qui manifestent, qui s'expriment, qui agissent à l'extrême droite. On l'a vu au col de l'échelle la semaine dernière. On va en parler, même si effectivement il ne faut pas tout mélanger. Elliot Lepers, ils avaient promis une journée en enfer, ces Black Blocs, ils étaient extrêmement nombreux. La police a été surprise par leur présence ? C'est ce qui est dit, en tout cas, effectivement. Moi, je trouve que c'est inadmissible ce genre de comportement parce que ça décrédibilise la mobilisation dans un moment important du mouvement social. Donc, après, faut pas non plus se leurrer. Dans chaque mobilisation, dans chaque mouvement social, il y a toujours un moment où effectivement, la violence de certains casseurs est un bon prétexte pour les gouvernements pour décrédibiliser aussi le mouvement. Donc, dans quelle mesure est-ce que il y a une forme de naïveté volontaire ou pas du gouvernement pour en tout cas ne pas réagir aussi vite? C'est ce qui est pointé du doigt par certains responsables politiques. Patrick Martin-Genier, qui sont-ils? Yannick Halimi nous disait qu'ils se réclament de l'antifascisme, de l'anarchisme. C'est effectivement ce corpus idéologique-là? Écoutez, l'antifascisme ne passe pas par la casse à tout va. C'est une insulte à la République. Je dirais même que c'est une insulte aux ouvriers, aux salariés, aux travailleurs du 1er mai qui défilent pour faire valoir leurs droits. C'est la fête du travail et donc cela doit rester pacifique. Et c'est une insulte à la République parce qu'on est dans un pays démocratique et donc ce sont des pratiques antidémocratiques. Et enfin, ce qui est bien plus grave, moi je regardais les chaînes d'information en continu étrangères hier et avant-hier, ça fait le tour du monde comme vous avez dit. Et donc ça ne donne pas une bonne idée de la France parce qu'on peut faire valoir ses revendications, alors qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. On saura, il y aura peut-être probablement effectivement une enquête. C'est inadmissible parce que c'est une atteinte aux biens également. Les commerçants, les buralistes, les marchands de journaux, ce sont des biens et ces gens-là vont devoir se faire indemniser pour toute cette casse. Et vous savez que les compagnies d'assurance, dans ce cas-là, ne marchent pas forcément. Donc c'est scandaleux. Quel qu'il soit, de gauche ou de droite, on ne sait pas encore, parce qu'il y a peut-être des éléments d'extrême droite, c'est peut-être souvent des anarchistes. C'est ce qu'a sous-entendu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, le président de la France insoumise, dans un tweet, avant de se rétracter et de finalement revenir sur ses propos. On le voit sur ces images, insupportable violence, sans doute des bandes d'extrême droite, disait hier Jean-Luc Mélenchon. Voilà, pas forcément, parce que ça peut être, je crois qu'il a évoqué l'expression des fils à papa, donc ça peut être aussi des gens qui sont issus de milieux aisés, mais également de milieux anarchistes révolutionnaire. Il me semble qu'une enquête devrait intervenir sur l'origine de ces violences. Jean-Daniel Lévy, on parlait de l'image que ça peut renvoyer effectivement à l'étranger. C'est difficile pour le gouvernement d'avoir de nouveau ces manifestants. Ils sont beaucoup plus nombreux que lors de l'examen, par exemple, de la loi El Khomri. Oui, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus radicaux dans leur expression. On peut quand même rappeler que dans quasiment toutes les mobilisations sociales, il y a effectivement une confrontation entre ceux qui pensent qu'il faut rester dans le cortège et ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un affrontement direct avec les forces de police. C'était le cas dans les années 70 de manière marquée. Ça réapparaît aujourd'hui sous d'autres formes. Donc c'est pas forcément un phénomène qui est un phénomène complètement nouveau, même si l'exposition médiatique aujourd'hui leur donne une visibilité qui est une visibilité importante. C'est vrai que l'image de la France au niveau international s'était renforcée et que notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron et notamment dans un contexte avec une montée de l'extrême droite, il y a eu une amélioration de l'image de la France au niveau international et que dès qu'il y a des confrontations, mais ça c'est souvent le cas, les médias internationaux le relayent de manière relativement nette. Il y a un enjeu d'image extérieure, il y a également un enjeu d'image intérieur pour le président de la République et le Premier ministre pour donner à voir que malgré tout, même s'il y a une contestation sociale, le régalien est encore présent et a la capacité de pouvoir maintenir l'ordre. Jusqu'à présent, quand on avait vu aussi bien ce qui s'était passé dans la ZAD que ce qui avait pu se passer dans les universités, voire même dans le cadre du mouvement cheminot, il y avait une appréciation qui allait plutôt du côté du gouvernement. Il va y avoir un enjeu de communication au cours des jours prochains, justement, pour le gouvernement, pour donner à voir effectivement qu'ils n'ont pas
laisser faire ou créer les conditions pour qu'il y ait ces affrontements. Justement, vous parlez de cette conjonction d'événements, on a parlé de la ZAD, des universités, c'est aussi les 50 ans de mai 68. Ça peut, justement, cette conjonction d'événements, créer un climat favorable à cette montée des extrêmes, selon vous, Jeannick Calmy? On a parlé d'abord de la convergence des luttes au regard de toutes les mobilisations, pour le coup, alors là, sociales et syndicales, encadrées, j'allais dire officielles, qui n'ont pas eu lieu. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes, des révoltes, voire des violences entre, comme le disait Jean-Daniel Lévy, Notre-Dame-des-Landes, les universités, ce qu'on voit là, ce qu'on a vu encore hier, peut-être lors de futures manifestations, puisqu'il y en a encore. Il y en a une demain, il y en a une samedi avec François Ruffin, la France Insoumise. Enfin, il y en a Fête à Macron, c'est le titre justement de la manifestation. Voilà, exactement. Donc c'est compliqué de dire. Il faut revenir. Moi, bien sûr, je n'en sais rien. Que ça puisse créer un climat délétère en France. On l'a dit, il y a déjà en termes de communication, d'image, aussi bien en France qu'à l'extérieur, qui est déjà un peu corrompu, et ce qui est déjà en quelque sorte un résultat. En tout cas, c'est fort dommageable, quoi qu'on puisse penser de Emmanuel Macron et de sa politique. Est-ce qu'il peut avoir une convergence de ces mouvements? Encore une fois, ce sont des mouvements qui ne sont pas organisés, d'où peut-être la complexité, la complication, la difficulté. Vous êtes d'accord, Eliott Lepers, s'ils ne sont pas organisés, ces mouvements, parce qu'on a le sentiment quand même, quand on voit hier les Black Blocs, d'un mouvement extrêmement structuré. Oui, pardon. En tout cas, ils n'ont pas forcément d'existence institutionnelle, donc c'est ça aussi. Ils n'en ont pas, ils ne veulent pas en avoir. Qui rend compliqué leur dissolution, en tout cas plus compliqué, parce que c'est des associations, on dit, de fait. Mais quand on fait le parallèle, par exemple, avec Génération Identitaire, qui aussi exacerbe une certaine communication violente et un positionnement très populiste sur ce discours-là, avec le mouvement notamment, on a mobilisé massivement pour demander la dissolution du mouvement Génération Identitaire. Il n'y a aucune réaction du gouvernement non plus. Donc on se demande un peu pourquoi est-ce que le gouvernement peine comme ça à vouloir réagir face à ces violences. Moi, je pense qu'aussi, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que le gouvernement a exacerbé, d'une certaine manière, avec la ZAD, un affrontement violent entre militants et forces de l'ordre. Donc, on est dans un climat qui est effectivement un climat à la fois de violence mise en œuvre par le gouvernement sur ce qui est de la ZAD, et puis un mouvement social qui n'est pas du tout écouté dans les négociations sur les réformes qui sont en cours aujourd'hui. Patrick Martin-Genier. Oui, non, je crois qu'à un moment donné, la France, on est quand même en démocratie, il y a un état de droit. Je crois que le gouvernement apprenait un dialogue. Il y a énormément de décisions. Vous parliez de la ZAD de Nantes, eh bien, il y a eu énormément de décisions de justice. À un moment donné, il faut que l'état de droit s'applique. Vous parliez de Génération Identitaire, le ministre de l'Intérieur a tout de même réagi à l'Assemblée nationale en condamnant ce qui se fait. Et par ailleurs... En envoyant des forces de l'ordre au col de l'échelle. Voilà, en envoyant des forces de l'ordre également. Vous savez, à la suite également des événements de Bardonecchia, eh bien, le gouvernement n'a pas été sans réagir non plus. Et par conséquent, il y a une action à ce niveau-là. Et enfin, je dirais qu'il y a une chose qui est importante, c'est que c'est extrêmement difficile. Vous dites, ce sont des mouvements non organisés, c'est vrai. Et j'ai lu que ce qu'on appelle les Black Blocs, eh bien, ce sont des gens qui sont arrivés en civil, en quelque sorte, et qui, sur le lieu de la manifestation, se transforment de cette façon en guerriers, en quelque sorte. Et donc, c'est extrêmement difficile pour intervenir et pour les interpeller avant. Jean-Daniel Lévy, puisqu'on évoque effectivement ce mouvement Génération Identitaire, est-ce qu'il y a un contexte aujourd'hui qui favorise cette montée des extrêmes, selon vous? Je pense qu'on ne peut pas les placer de la même manière. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui, on l'a dit, une crise de la démocratie, ou en tout cas une crise de la représentation politique, avec des acteurs qui pensent que c'est pas avec des mouvements ou des organisations ou des types de mobilisation traditionnelles que l'on peut obtenir déjà l'attention des médias et éventuellement les victoires politiques par la suite. Alors, il y a un phénomène qui est un phénomène presque paradoxal, c'est-à-dire que quand vous regardez d'un point de vue d'opinion, aujourd'hui, tout ce qui est soutien aux mobilisations sociales ou tout ce qui est soutien même à des mobilisations qui sont des mobilisations qui apparaissent comme étant virulentes, voire même violentes, baisse tendanciellement année après année, et en parallèle des formes de mobilisation de la part de franges de population qui pour le coup sont minoritaires, voire extrêmement minoritaires, mais qui ont une visibilité qui est une visibilité importante. Donc c'est pas forcément une résurgence d'opinion qui se traduit à cette manière-là, c'est des franges de population qui s'expriment avec aussi une très bonne connaissance de ce que peut être l'effet médiatique
qu'on soit effectivement au col de l'échelle ou qu'on soit gare d'Austerlitz, pour pouvoir faire parler et créer les conditions pour que ça constitue un vrai débat dans la société française. C'est vrai que si on revient, Yannick Halimi, à ce mouvement Génération Identitaire, on ne sait pas exactement combien ils sont. Ils se revendiquent environ 3000 membres. C'est peut-être un peu surévalué. En tous les cas, ils ont des moyens financiers, puisque Jean-Daniel Lévy parlait de ce happening. Ils ont loué un hélicoptère. Ça aurait coûté 30 000 euros. Mais il y a quand même effectivement, au-delà des formes d'expression plus ou moins violentes selon les uns et les autres, il y a quand même, je pense, une grande différence entre Génération Identitaire et les groupements vraisemblablement d'extrême gauche, anarchistes, parce que dans un cas, comme on l'a dit, ils sont déstructurés et ils l'assument. Ils ne sont soutenus par, que je sache, aucun parti politique institutionnalisé, y compris la France Insoumise, avec qui ils sont plutôt en opposition idéologique. Ouais. Donc, il y a une proximité idéologique et des passerelles quand même avec le Front National, selon vous, Yannick Halimi? Avec Génération Identitaire ou avec... Avec Génération Identitaire, ce à quoi je voulais arriver. Génération Identitaire, c'est un groupe, un mouvement qui est institutionnel, qui est reconnu et qui a des moyens et qui, de fait, fait partie de la galaxie de toute une mouvance politique avec le Front National, je veux dire, à sa tête, sans qu'il y ait des relations de hiérarchie juridiquement parlant. Mais c'est avec Philippe Vardon, qui a été très actif dans la campagne de Marine Le Pen et qui est à l'origine de la création de ce mouvement. Quelle est leur influence de ce mouvement, Génération Identitaire, Elliot Lepers? En tout cas, on voit comment Marine Le Pen leur rend hommage. Donc, je pense que c'est aussi aujourd'hui un bras armé de communication qui permet de porter un discours que ne peut pas aujourd'hui porter le Front National directement. De là à dire qu'il y aurait des liens clairs et officialisés entre les deux, je ne dirais pas ça, mais en tout cas c'est clair que ça rend service au Front National dans une entreprise aujourd'hui de vouloir se normaliser aussi d'une certaine manière et de vouloir porter le combat à un autre niveau avec la question européenne qui est en train d'être mise sur la table avec la visite de responsables de mouvements nationalistes au niveau européen. Ouais. Voilà, on a l'impression qu'effectivement Génération Identitaire peut porter d'autres combats qu'aujourd'hui Marine Le Pen n'est pas en mesure de porter sur la scène nationale. Alors Elliot Lepers, vous me faites ma transition puisque justement dans ce contexte Marine Le Pen a reçu hier des leader de la droite populiste européenne. Elle était à Nice, je vous propose de l'écouter. Depuis 5 ans, la donne est différente. La poussée des mouvements nationaux en Europe. Le sentiment aujourd'hui partagé que le projet de l'Union européenne est à bout de souffle et que ce modèle craque de toutes parts. L'affaiblissement d'une chancelière qui, chaque jour qui passe, perd un peu plus de pouvoir. L'isolement du vibrionnant M. Macron, dont l'européisme finit même par fatiguer les européistes. Patrick Martin-Genier, elle a voulu poser la première pierre de son Europe des nations. Ça a été réussi selon vous? On sait qu'il manquait quand même de têtes d'affiche, entre guillemets. Oui, non, je ne crois pas que ce soit réussi. En tout cas, ce qu'elle veut, c'est lancer sa campagne pour les élections européennes. Car je vous rappellerai que tout de même, aux dernières élections européennes en 2014, la délégation du Front National était la plus importante délégation française au Parlement européen. Et donc, elle veut réitérer son coup, mais cette fois-ci, en le faisant avec tous les autres partis populistes. Alors, on dit parti populiste, mais vous avez raison. Tout le monde n'était pas là, notamment Matteo Salvini, qui espère devenir président du Conseil en Italie. Le FPE a été représenté par son secrétaire général, mais pas par un ministre. Vous savez qu'ils sont au pouvoir. Et donc, même Geert Wilders, je crois, n'était pas là. Voilà, autre absence remarquée, effectivement, c'était le dirigeant leaders, parce que ce sont des gens qui sont aux portes du pouvoir et qui, aujourd'hui, veulent acquérir une sorte de crédibilité. Et donc, ils ne souhaitent pas trop s'exposer avec le Front National, qui apparaît comme étant un peu trop sulfureux aux yeux de certains autres partis politiques dits populistes, proches en réalité de l'extrême droite, mais qui essaient de se crédibiliser pour accéder au pouvoir, car vous savez aujourd'hui que ce soit la Ligue, elle est aux portes du pouvoir, le FPE autrichien est au gouvernement avec Sebastian Kurz, eh bien Geert Wilders a failli aller au gouvernement, donc ce sont des partis politiques très présents, mais qui prennent leur distance vis-à-vis de Madame Le Pen, et je ne suis pas sûr que ce week-end elle ait réussi son pari. En tout cas, c'est Le Pen qui est trop sulfureux ou l'inverse, ses alliés qui sont aussi clairement non, je crois que c'est plutôt Marine Le Pen qui est sulfureuse, parce que je vais vous dire une chose, même l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui est un parti, on va dire, d'extrême droite allemand, qui a plus de 90 députés au Bundestag, ne souhaite pas particulièrement fréquenter Madame Le Pen pour les raisons que vous savez. Donc il y a peur de cette fréquentation, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a constitué un groupe d'extrême droite au Parlement européen et qu'elle espère
probablement doubler, voire tripler le nombre de ses députés au Parlement européen. Vous partagez cette analyse, Jannick Halimi? Alors oui et non, pardonnez-moi. Oui, effectivement, Marine Le Pen, on l'a vu lors de son dernier congrès, a pris résolument une position beaucoup plus radicale que ce qui avait été sa ligne jusqu'à la présidentielle avec Florian Philippot. D'ailleurs, Florian Philippot, pour différentes raisons, en est parti. Donc on peut estimer peut-être que le Front National s'est affaibli. On sait qu'il y a l'ombre portée de Marion Maréchal Le Pen qui pourrait fragiliser au moins l'image même de Marine Le Pen. Tout ça est vrai. Et donc, deux grands partis populistes ou d'extrême droite qui ne se sont pas présentés arguant de prétexte ou de vraies raisons. Il n'empêche, me semble-t-il, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain trop vite, parce que je ne dis pas que Marine Le Pen a récupéré tout le terrain perdu. Il n'empêche que par rapport au mois dernier, on le voit dans les derniers sondages, notamment celui qui a été publié par Paris Match, où on l'accrédite de 23% des intentions de vote si une présidentielle avait lieu, ce qui est plus important que l'année dernière, et surtout que son principal... Et 8% pour Laurent Wauquiez. Voilà, concurrent était Laurent Wauquiez, et Laurent Wauquiez avec 8%. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'elle bénéficie au jour d'aujourd'hui, et je trouve que physiquement, si tant est que les images valent ce qu'elles valent, je trouve qu'elle a repris du poil de la bête. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a un Laurent Wauquiez qui n'arrive pas à se tailler une personnalité de leader et sur un créneau politique qui n'est pas très clair, notamment au regard de l'Europe. Et puis, deuxièmement, elle essaie, comme Emmanuel Macron, et je ne dis pas que l'un instrumentalise l'autre, mais en tout cas de provoquer pour les européennes qu'elle a lancé, vous avez raison, un bras de fer entre les populistes et je ne sais pas comment les appeler, les européistes ouverts sur le monde. Et là, sur ce clivage-là, elle retrouve en tout cas, dans son discours aujourd'hui, à un an des élections, une cohérence qui lui donne une force et une vigueur qu'elle n'avait pas il y a encore le mois dernier. Vous mesurez cette vigueur également dans l'opinion, Jean-Daniel Lévy? Oui, et il faut déjà rappeler que les élections européennes ne sont pas naturellement les élections pour le Front National. Que la dernière fois, effectivement, le Front National avait réalisé un score qui était un score de 24% en étant effectivement la première délégation, mais que par le passé, le Front National a rencontré une difficulté, notamment face à la droite souverainiste qui arrivait à incarner justement cet espace politique-là. Il y a une vraie montée en puissance et une vraie stratégie de la part du Front National. Et on peut dire que c'est quasiment le premier discours européen un an avant les élections européennes qui se tient parmi différentes formations politiques. Et il va y avoir un enjeu. Il va y avoir un enjeu justement de définition de ce que va être le terrain et les débats concernant cette prochaine année. Si le débat c'est l'immigration et la souveraineté nationale, le Front National arrivera justement à pouvoir réaliser un score qui est un score relativement important. Si on est sur d'autres aspects, qui peut être la compétitivité au niveau international, les dimensions sociales, ça laissera peut-être moins d'espace justement au Front National. Donc il cherche déjà à faire en sorte de pouvoir gagner une bataille qui va être une bataille culturelle avant d'avoir la vraie bataille qui sera la bataille politique. Elliott Lepers, sur ce point, cette poussée des mouvements nationaux en Europe, ça crée un nouveau rapport de force finalement? C'est un peu une partition à quatre mains, parce que Marine Le Pen, c'est l'épouvantail idéal pour En Marche et pour Emmanuel Macron. Il a besoin d'avoir cette espèce de danger extrêmement présent pour passer pour la seule alternative crédible et rassurante. C'est comme ça qu'il a gagné la présidentielle. Et puis de l'autre côté, Marine Le Pen a besoin d'avoir une sorte de rassemblement centriste pour pouvoir exister avec son projet. C'est ça qui est assez inquiétant. Et puis de l'autre côté, on voit comment la gauche et la droite de gouvernement se retrouvent avec portions congrues entre 6-8%, effectivement. Donc ça fonctionne très bien. C'est un contrat qui marche très bien, qui est gagnant-gagnant à la fois pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen. Patrick Martin-Genier. Oui, il se passe en France ce qui se passe partout en Europe, c'est que la droite classique est en train de se faire doubler par l'extrême droite. Et c'est comme ça que des Orban peuvent faire des scores très importants. Et donc, effectivement, il y a un problème de message de la droite dite classique, libérale, centriste, parce que le discours essentiel, il y a un point commun dans tous ces partis politiques qui sont allés à Nice. Vous aurez remarqué qu'on abandonne plus ou moins le discours sur l'Europe, qui n'est pas payant, mais on va parler de tout ce qui est immigration. C'est l'immigration qui est en train de souder tous ces partis, la peur de l'immigration, Schengen, et donc c'est cela qui est en train effectivement de souder tous ces partis politiques et qui font leur identité. Vous remarquerez que Mme Le Pen ne parle plus de sortir de l'Union européenne, mais elle fait un discours anti-migratoire qui est un discours xénophobe contre les étrangers, avec des messages très forts d'exclusion, et donc c'est ça qui cimente ces partis politiques aujourd'hui, et malheureusement c'est ce qui fait monter le score de ces partis politiques. Jannick
Jeannick Halimi, on a vu que Marine Le Pen ciblait particulièrement Emmanuel Macron dans son discours hier à Nice. Quelle doit être la stratégie justement de l'exécutif d'Emmanuel Macron pour contrer ces extrêmes ? La stratégie, elle doit être d'abord formelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils optent pour une stratégie électorale. Est-ce qu'ils vont faire une... Vous vous souvenez, ils voulaient une liste transnationale, après ils en sont arrivés à une liste peut-être centriste, où ils ont essayé d'attirer les jupéistes des Républicains. Là, il semble qu'on se dirige bon an, mal an pour la République En Marche vers une liste, la République En Marche. Donc il faut quand même qu'ils arrêtent leur stratégie électorale, premièrement, et deuxièmement, que Emmanuel Macron, qui s'est positionné encore une fois là-dessus dès le début, on se souvient de son entrée dans la cour du Louvre mais ça c'est un symbole, bien évidemment. Les symboles ont leur importance. On leur importance, mais je veux dire par là qu'il faut qu'il structure et son discours, mais aussi sa politique pro-européenne. Il a beaucoup montré l'aspect on est là pour défendre les libertés face effectivement aux démagogues et aux extrêmes populistes qui entourent la France et qui entourent l'Europe, si je puis dire, avec Trump, Poutine, Erdogan à nos frontières. Mais il faut aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel il a insisté, il déçoit pour le moment, qu'il renforce l'aspect de l'Europe protectrice. Ça faisait partie de son discours dès le début. Il le rappelle dès qu'il le peut, mais il a beaucoup de mal à convaincre avec ça. Et si là, il n'y arrive pas, la marche vers le succès aux européennes risque d'être particulièrement chaotique. Ce scrutin sera scruté à la loupe, Jean-Daniel Lévy. C'est le premier, justement, depuis l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Ce sera le premier scrutin national, effectivement. Il y a quelques législatives partielles qui se déroulent. Il faut rappeler que la troisième motivation de vote des Français qui ont voté en faveur d'Emmanuel Macron, ça a été sur l'Europe, dont c'est consubstantiel effectivement de son projet. Et il avait fait cette forme de piqûre de rappel lors de sa première prise de parole, une fois élu. Pour Marine Le Pen, il y a également un autre enjeu dans ce contexte-là, c'est d'arriver à montrer qu'elle est la principale opposante aujourd'hui à Emmanuel Macron. Et on sait qu'elle n'arrive pas à gagner la bataille d'image, ne serait-ce que dans sa présence au sein du Parlement français à l'Assemblée nationale. Donc il y a également des enjeux qui sont des enjeux de confrontation sur un autre terrain, qui était pour partie celui de la présidentielle, qui pourrait rejaillir dans le cadre des élections européennes, avec là pour le coup deux visions qui sont deux visions absolument antinomiques de ce que peut être l'Europe, de ce que peut être la notion de progrès, de ce que peut être les perspectives d'avenir, de ce que peut être même d'une manière générale le regard à l'égard de ce que peut être la norme sociale et pour partie l'immigration, et qui là font que l'un et l'autre sont pour les Français, et c'est probablement ce qu'a cherché à rappeler Marine Le Pen hier, dans deux visions qui sont deux visions absolument contradictoires. Eh bien, merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, merci Jeannick Halimi, merci Elliott Lepers, merci Patrick Martin-Genier. Dans un instant, le match des idées. Il oppose ce soir Élodie Mielzarek à Romain Mouton. Cet épisode du 1er mai tombe mal, on vient d'en parler, pour l'exécutif qui commençait à relever la tête et qui avait trouvé des solutions au blocage des universités et à l'occupation illégale de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Julie Hulin. Avant même son élection, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur. Il serait un président jupitérien. Fort, autoritaire, décidé à mener à bien son programme dans le temps le plus court possible. Code du travail, SNCF, formation, accès à l'université. En moins d'un an, le gouvernement a mené une vingtaine de réformes de fond, sans compter l'évacuation de la ZAD. Une avalanche qui a fini par faire monter la grogne. Depuis quelques semaines, les mobilisations se sont multipliées. Retraités, fonctionnaires, cheminots, salariés des EHPAD, étudiants. Et Emmanuel Macron n'a rien lâché, répétant à de multiples occasions qu'il ne reculerait pas dans son calendrier de réformes. Une fermeté qui semble jusqu'ici lui avoir réussi. Le président français se payant même le luxe de remonter dans les sondages. Et puis le 1er mai est arrivé. Une manifestation parisienne interrompue par de violents débordements. Il y a eu des interpellations qui ont été effectuées, toutes les mesures ont été prises. Et je ne peux ici que condamner à nouveau avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Il ne s'agit ni d'avoir une inquiétude déraisonnable, mais simplement d'avoir la plus grande fermeté. La fermeté comme unique ligne de conduite. Objectif, éviter l'enlisement et convaincre qu'un an plus tard, l'élan de son élection n'est pas retombé.
Et avec nous pour ce match ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Mielzarek. Bonjour, merci d'être avec nous. Sémiologue, spécialiste de communication politique. Face à vous, Romain Mouton. Bonsoir, conseiller en communication. Vous êtes fondateur de l'agence RM Conseil. On vient de le voir avec ce sujet de Julie Hulin. Le conflit dans les universités semblait toucher à sa fin. L'évacuation de Notre-Dame-des-Landes trouve une issue plus ou moins apaisée. Ces incidents sont un nouveau coup dur pour le gouvernement. Élodie Mielzarek. Ce qui est intéressant, alors moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur corpus et sur les images, un mot qui revient beaucoup dans la bouche d'Emmanuel Macron, vous l'avez noté, hein, c'est celui de fermeté. Moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cette espèce de hiatus qu'on peut observer entre une campagne présidentielle où il était effectivement sur un registre qui était beaucoup plus du ressort du rassemblement, de l'empathie, voire de l'affect, et depuis qu'il a été élu, eh bien il est dans un registre lexical qui est beaucoup plus celui de la norme, de l'ordre, de la procédure, et finalement on a du mal à voir comment ces deux dimensions-là peuvent s'allier ensemble et se nouer. Et puis même derrière, en termes de temporalité, c'est-à-dire que pendant la campagne, c'était le fantasme de la start-up, il s'adressait beaucoup aux jeunes, c'était le registre de l'innovation de demain. Et là, voilà, depuis qu'il est au pouvoir, on est sur un registre qui est beaucoup plus passéiste, avec des références qui elles-mêmes sont plutôt Troisième République. Et donc on a un peu de mal à comprendre où va mener ce grand écart. Ouais. Romain Mouton, il y a un problème d'autorité, elle est mise à mal, l'autorité du chef de l'État, selon vous? Non. Il n'y a pas une question du chef de l'État. D'ailleurs, le sujet n'est pas le chef de l'État. Le sujet, c'est des casseurs, qui ne sont pas d'ailleurs des syndicalistes, et le gouvernement, ou en tout cas les deux acteurs, c'est-à-dire le gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur et la préfecture de police, la police. Et dans le sujet d'hier, en tout cas sur le sujet des émeutes, c'est une vraie guerre de la communication. Il y a la com des extrémistes, de ceux qui saccagent, il y a la com du gouvernement et il y a la com du préfet de police. Et ce qui est intéressant, et en parallèle, il y a la com du Premier ministre et du Président de la République. Et ce qui est intéressant, c'est... On en parle après. Allez-y, continuez. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette histoire, chacun défend ses intérêts et chacun joue sa partition. Et surtout, les messages sont contradictoires entre, par exemple, la préfecture de police et le ministre de l'Intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment les outils de communication ont été utilisés. Et parfois même, lors des conférences de presse du ministre de l'Intérieur, on avait des informations qui ensuite étaient soit légèrement transformées, soit améliorées sur Twitter, où il arrivait à faire passer des messages avec des chiffres clés, etc. Donc, hier, on a vécu une nouvelle guerre de la com, avec des partis politiques qui surfent dessus, et chacun qui joue sa partition. Élodie Mielzarek, qui sort gagnant de cette guerre des images? C'est très compliqué, parce que il y a effectivement le côté image, visuel et la guerre de communication, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est aussi beaucoup plus structural et beaucoup plus profond, qui est finalement en termes de représentation de la société, qu'est-ce qu'on veut défendre. Ce qui est très pénible dans les images qu'on voit, alors effectivement c'est la violence, mais aussi la violence des citoyens, celle qui est dirigée contre ces citoyens-là. Et finalement dans les discours qu'on peut entendre, il y a toujours ces relents assez désagréables de classe laborieuse, classe dangereuse. Et ça, à mon avis, il va falloir que le gouvernement évite de tomber là-dessus. Dans un temps qui est un temps comme le nôtre, et d'ailleurs Michel Fer, qui est philosophe, a beaucoup travaillé sur cette notion-là des investis. Aujourd'hui, nous sommes tous les propres entrepreneurs ou auto-entrepreneurs de notre vie. Donc c'est sûr que le discours des casseurs, il n'est pas forcément entendable pour des gens qui doivent se lever tous les matins et défendre leur gagne-pain et aller dans la jungle. Néanmoins, quand vous avez une réalité, et cette réalité-là, elle fait mal, et Emmanuel Macron a du mal en termes de stratégie de communication et en termes de stratégie politique. La réalité, c'est que moins de 1% de la population se partage 50% des richesses. Et je pense qu'on aurait tort de réduire les mouvements que l'on voit actuellement dans la rue à juste un phénomène de désordre, à un phénomène de casseurs. Je crois que derrière ce mécontentement-là, c'est aussi un mécontentement de la société et de qu'est-ce qu'on veut comme réalité, qu'est-ce qu'on veut demain, et qu'est-ce qu'on entend par la répartition des richesses. Et je pense que là-dessus, Emmanuel Macron a un discours qui est différent entre son discours de campagne, qui était un discours de rassemblement, et les mesures qu'il prend. Alors je ne sais pas si on va parler justement de cette fameuse taxe que Nicolas Sarkozy avait mis en place. On va y venir dans un instant. Mais tout ça, ça participe à un espèce de brouillage des codes. Du coup, président des riches ou président des très riches, on voit bien qu'il a du mal à se positionner sur ce paradigme. Ouais, Romain Mouton. Moi, je ne suis pas d'accord avec Élodie. À mon sens, Emmanuel Macron n'est pas la source des problèmes. Et qui plus est, il ne faut pas
réduire et en tout cas faire de ces casseurs les représentants de la grogne qui peut exister. Et que ce soit les syndicalistes de la SNCF ou en tout cas tous les syndicats traditionnels, les réformistes ou même les syndicats contestataires ne sont pas ces casseurs. Ces casseurs, c'est effectivement... Ce sont eux les perdants justement de Ce sont eux les grands hier. perdants. Parce qu'ils ont, juste terminé le dit, ils ont des revendications qui peuvent être légitimes et qui peuvent être entendues, notamment les syndicats réformistes. Mais là, les casseurs, c'est effectivement un conglomérat de zadistes, d'extrême droite, d'antifa, de black blocs, de jeunes de banlieue. Et donc, il y a une espèce d'agglomérat de toutes sortes qui dessert à la fois les revendications et la com des syndicats, mais qui les dessert bien évidemment eux-mêmes. Et à mon sens, de dire que cette France qui manifeste, ces casseurs, c'est l'expression d'un malaise profond que Emmanuel Macron est en train de provoquer, c'est faux. Et d'ailleurs, les Français, dans les différentes études, soutiennent les réformes d'Emmanuel Macron. Oui, alors effectivement, le vide exprime autant que le plein. Ça veut dire que là, il y a des gens qui sont dehors, mais il y a tous ceux qui ne sont pas dehors. Et donc ça, je l'entends tout à fait. Par contre, ce qui m'embête beaucoup, c'est que au moment où Romain, tu prenais la parole, derrière toi, on voit des images où ce sont des citoyens qui sont là, qui ont été gazés. Et ces images-là, elles sont d'une violence extrême. C'est-à-dire que ce sont quand même des concitoyens. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette violence-là qui est émise contre eux et pas forcément contre les casseurs, par ailleurs? Je suis très embêtée par les termes qu'on emploie ce soir. Casseurs, zadistes. Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que c'est un zadiste? Moi, j'ai été dans les manifestations. J'ai vu que les zadistes, c'était pas des gars qui sont avec leurs dreadlocks et puis qui planent à 100 000. C'est beaucoup des retraités qui défendent leur territoire. Donc, quand on utilise des mots, on voit bien comment ces mots-là participent à des représentations très stéréotypées et que finalement, on s'éloigne d'une réalité et qui est une réalité citoyenne démocratique vécue. Et c'est ça qui m'a... Autre thème du match ce soir, je voudrais aussi entendre votre analyse sur la délocalisation de Matignon. C'était dans le Cher. Édouard Philippe était sur place. Il a expliqué le pourquoi de cette visite à Quentin Calmet et Alexandre Planas. On écoute. Tout au long de ces 3 jours, nous allons, avec quelques ministres et avec beaucoup de conseillers, rencontrer les acteurs, discuter, évoquer, enrichir nos perspectives, expliquer aussi. C'est tout à fait important. Nous l'avions fait une fois au mois de décembre dans le Lot et je crois que ça avait été utile. Cette fois-ci, c'est dans ce magnifique département du Cher et c'est très bien aussi. Romain Mouton, quel regard portez-vous sur cette délocalisation de Matignon, Édouard Philippe l'a rappelé lui-même, ce n'est pas la première fois. Il y avait eu déjà au mois de décembre le Lot. C'est une opération de communication qui fonctionne bien ? En tout cas, c'est une opération de communication. Déjà, utiliser le mot délocalisation, c'est la preuve d'une opération qu'on veut médiatiser. C'est un grand classique, il y a eu ça sous tous les gouvernements. Nicolas Sarkozy voulait même délocaliser les conseils des ministres. Je doute par contre que ce soit une stratégie qui paye, et cela pour tous les gouvernements. Ce n'est même pas une question d'opinion politique, parce que... Qu'est-ce qui se passe dans ces délocalisations ? Le chef vient avec une quantité importante de ministres, donc ça mobilise beaucoup de services de l'État, beaucoup de ministres qui finalement sont absents, puisque là ce qu'on voit c'est le Premier ministre et pas les ministres qui sont avec lui. À mon sens, une opération de communication qui fonctionne, c'est oui des déplacements plus longs. Là, sur ce point-là, Édouard Philippe a raison. Il y a plusieurs ministres qui ont compris cette méthode-là et qui font des déplacements plus longs, parce qu'un déplacement éclair, c'est souvent mal vu par la population locale. Et des ministres qui se déplacent individuellement dans chaque département, ça permet pour chaque ministre de faire des réseaux sociaux, de faire des interviews dans les médias locaux, dans la presse locale, et donc de couvrir et de mailler les territoires et d'approfondir certains thèmes. Là, quand je regarde le programme d'Édouard Philippe, il est ultra riche, c'est-à-dire qu'il veut parler à la fois santé, culture, territoire, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va retenir au final? Quel est le message politique fort du Premier ministre? Pour le moment, ça paraît compliqué d'y voir clair. Est-ce que cela peut réconcilier les Français de ces territoires qui se sentent oubliés justement avec leurs dirigeants, Élodie? Alors ça, c'est toujours la grande promesse de campagne, qu'effectivement on va sortir de cette décentralisation qu'on connaît depuis des siècles. Je pense qu'effectivement, en termes de stratégie de communication, c'est quelque chose qui est très pertinent et Romain vient de le soulever. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans le passage que vous avez montré, c'est cette espèce d'ironie
de la part d'Édouard Philippe quand il dit « et cette fois, cela se passe dans ce magnifique département du Cher ». Et on sent bien que voilà, il y a cette définition linguistique de l'ironie qui consiste à entendre plusieurs voix dans la même voix, c'est-à-dire cette capacité de se mettre à distance de son propre propos. Et on le voit parce que voilà, quand il en parle, il a ce petit sourire, il a le regard malicieux, et donc quelque part, voilà, ce magnifique département du Cher. Bon, il y a quelque chose qui est à la fois soit ironique ou soit sarcastique en tous les cas dans sa prise de parole. Bon, visiblement, ça l'amuse assez. Bon, on verra. C'est surtout les résultats et les actions qui comptent. Ouais. Mais cette image, on en parlait, de président des riches, des très riches même, qui lui colle à la peau, à Emmanuel Macron, est-ce qu'elle peut être adoucie justement par ses conférences des territoires, par ses déplacements de ses ministres et de son Premier ministre sur le terrain, Romain Mouton? L'image du président est très riche. Enfin, c'est une image que certains médias ou un ancien président de la République veut lui coller en faisant le malin sur les plateaux de télé. Enfin, déjà, est-ce que c'est l'image que les Français ont d'Emmanuel Macron? C'est pas certain. Ensuite, ce qui compte, c'est effectivement l'action globale du gouvernement, et c'est de l'action de chaque ministre l'action de chaque ministre rejaillira effectivement sur le président de la République. Donc oui, c'est utile au président de la République que ses ministres se déplacent sur le terrain. Mais ce n'est pas antinomique. Vouloir opposer Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est faire erreur. Il n'y a pas le gentil et le méchant. Chacun est à sa place, dans son rôle. C'est effectivement au Premier ministre de gérer les affaires nationales, en tout cas sur le sol national. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est très utile, à la fois aux États-Unis ou maintenant en Australie, sur le développement économique du pays. Mais cette image de président des riches, voire des très riches, elle ne va pas lui coller à la peau toute la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Non. Je ne suis pas certaine, contrairement à ce que je viens d'entendre, que cette étiquette du président des riches, ce soit seulement une étiquette qu'on lui a donnée. Je pense que lui-même, dans ce qu'il incarne Emmanuel Macron, quand on écoute ses discours, c'est ce que je disais, les mots qui reviennent le plus, effectivement, c'est la procédure, c'est l'ordre, c'est une espèce d'organisation comme ça, hiérarchique et pyramidale, verticale, qui est quand même à l'opposé de sa promesse de campagne. On était sur une promesse qui était beaucoup plus horizontale. Là, on n'est pas du tout dans ce type de discours-là. Et je crois que lui-même, finalement, réactive à travers les mots qu'il utilise, à travers la posture qu'il adopte, cette représentation du président des riches. Car quand on écoute aussi entre les lignes, il y a les mots que l'on entend et puis il y a les mots que l'on n'entend pas. Et les mots que l'on n'entend pas, c'est ceux qui concernent la dimension sociale, enfin quelque chose qui est plutôt historiquement associé à un registre de gauche. Et dans les réformes qu'il met en place actuellement et dans les mots qu'il utilise, voilà, on est sur un paradigme qui est beaucoup plus un paradigme de droite historiquement. C'est pas un jugement de valeur que j'émets. Avec effectivement, une fois de plus, l'exit tax, ça a été créé par Nicolas Sarkozy. Il a annoncé dans le magazine Forbes qu'il allait la supprimer au nom de l'attractivité de la France. Emmanuel Macron, il ne rend pas la tâche très facile quand même, justement, Édouard Philippe, qui est, lui, sur le terrain, en train, justement, d'essayer de rabibocher un peu le gouvernement avec les Français. Pour moi, il n'y a pas de contradiction et d'antinomie entre des mesures qui permettent de renforcer la compétitivité du pays et Édouard Philippe qui est sur le terrain et dans les territoires. Ça n'accentue pas ce sentiment justement de fracture territoriale, de cette France à deux vitesses? Renforcer la compétitivité de la France, quels que soient les leviers, c'est aussi permettre à tous ces producteurs, ces entreprises qui sont dans les différents territoires, d'exporter notamment, ou en tout cas de développer économiquement leur entreprise. Donc nous, c'est pas du tout même antinomique. Et qui plus est, il faudra juger Emmanuel Macron à l'aune de l'ensemble de son quinquennat et qu'il y a des mesures d'urgence suite à un pays laissé à l'abandon par le président socialiste sortant. Et donc il n'y avait pas de choix sur certaines mesures. Et Emmanuel Macron, avec son gouvernement, ont dû prendre des mesures qui étaient certes qui apparaissent comme la défense des riches, entre guillemets, mais il faudra voir l'agenda. Et en termes de communication, Emmanuel Macron a bien compris qu'il y avait certaines choses à faire dès le début du quinquennat pour remettre en place et remettre sur le bon chemin, on va dire, économique. Et ensuite, les mesures sociales seront certainement sur le reste du quinquennat. Il y a un agenda, un calendrier, et il n'y a pas d'opposition entre ce que fait Édouard Philippe et ce que fait Emmanuel Macron. Ils sont au contraire complémentaires. D'ailleurs, en termes de com, sur leur message, ils sont tout à fait sur la même ligne. Il n'y a pas d'opposition sur le fond. Alors, on l'a évoqué, Emmanuel Macron, pendant ce temps, est en Australie, à Sydney. Il a condamné les violences des casseurs tout en appelant à une grande fermeté. C'est d'ailleurs devenu une habitude à chaque déplacement à l'étranger. Il en profite pour tacler ce qui se passe en France. Écoutez ces extraits sélectionnés par Lionel Texera.
Y a-t-il une chance que vous reveniez en arrière? No chance. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. I do believe in democracy. And democracy is not in the street. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs. Ce n'est pas la journée des casseurs. Et là encore, Élodie Mielzarek, on voit le choix des mots qui est très fort. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette séquence? Elles sont très intéressantes, ces séquences. Dans la première, où il dit « no chance », il y a une espèce de brutalité dans les mots et dans le timbre de voix, et en même temps, une espèce d'incongruence, parce que quand on entend cette prosodie, cette espèce de colère, enfin, il y a quelque chose de très fort et de très puissant qui s'exprime, et bien quand on regarde au niveau de sa gestuelle et de l'expression du visage, il y a quelque chose de quasi robotique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose, voilà, il n'y a plus de clignement de paupières, il ne bouge plus, il y a quelque chose qui est tout à fait désincarné, à l'inverse des mots qu'il emploie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il parle de sa détermination absolue, c'est très intéressant parce que quand on coupe le son de cette séquence-là, on a l'impression qu'il le dit presque de manière un peu amusée, la tête dodelinante, qui rappelle d'ailleurs certains mouvements de Nicolas Sarkozy. Mais autrement dit, il y a une espèce d'incongruence, c'est-à-dire que là où il emploie des mots très forts, finalement, il y a une gestuelle qui n'est pas forcément associée. Et dans cette dernière séquence que l'on voit, où il dit je crois en la démocratie, et la démocratie, c'est pas dans la rue, alors que les mots sont un peu plus faibles, entre guillemets, il y a moins d'affect, et pour autant, on voit énormément de choses qui arrivent sur son visage. Il y a une espèce de dégoût qui, à la fin, se transforme en dépit. Donc, on voit qu'il est quand même touché et ému par ce qui se passe. Par contre, ce que je note, c'est qu'effectivement, quand il dit la journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ça n'est pas la journée des casseurs, là, on est pile à la limite de l'exercice politique, on est à la limite de la parole incantatoire, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire les choses pour que les choses se réalisent. Et parfois, Emmanuel Macron est beaucoup dans ce qu'on appelle, et ce que Lévi-Strauss appelait justement la pensée magique. Et donc ça, effectivement, c'est la grande limite de l'exercice de communication. Il ne peut pas s'en empêcher de commenter la vie politique française depuis l'étranger, Emmanuel Macron. C'est qu'il y a une forme de nécessité. Quand les images qui passent en Australie à l'occasion de son déplacement, c'est les images des casseurs. C'est l'image de la France à travers le monde. Et quand ces images, qui sont aussi diffusées aux États-Unis, sont diffusées à travers le monde, c'est-à-dire qu'on pense Paris, France, casseurs. Il y a donc une nécessité de contrebalancer ce discours et de montrer que non, ce n'est pas la France. Et en termes de communication, il y a effectivement un contraste entre la parole présidentielle et les images, qui sont les images de casseurs, qui sont une infime minorité des Français, mais qui est l'image qui est transportée à travers le monde de la France. Donc Emmanuel Macron, effectivement, il ne peut pas s'en empêcher. Mais il avait dit pourtant qu'il ne le ferait pas. Il avait dit qu'il ne le ferait pas. Et alors, c'est d'ailleurs la petite nuance, c'est qu'il s'exprime souvent dans des médias étrangers et pas auprès de la presse française sur ces sujets-là. Donc il y a cette petite nuance, mais à côté de ça, ça lui permet d'avoir des unes qui permettent de relancer cette fierté française. Quand on le voit à la une de Forbes, à la une de Business Week ou à la une du Times, c'est des unes qui permettent aussi de véhiculer une image positive et attractive de la France. Quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, c'est un changement. Rappelons-nous quand même d'où on vient. Pendant 5 ans, François Hollande n'avait pas cette image-là à travers le monde. Donc si on veut essayer d'améliorer l'image de la France à travers le monde. C'est une image un peu autoritaire, un peu droit dans ses bottes. C'est perçu de la même façon à l'étranger. Romain Mouton, ensuite, et Élodie Mielzarek. Oui. C'est une bonne question. En tous les cas, c'est sûr qu'avec son passage aux États-Unis et justement la fermeté dans un premier temps face à un Trump, et la poignée de main était très symbolique de ce point de vue-là, fermeté dans un premier temps et puis amicalité dans un deuxième temps avec ces hugs, ces embrassades, etc. qu'on a pu voir. Bon, c'est sûr qu'en termes de diplomatie étrangère, Emmanuel Macron est excellent et encore une fois, bravo de l'avoir souligné. On partait de loin, effectivement, avec un François Hollande dont on l'apprend maintenant parce que les langues se délient, mais dont tout le monde avait honte. Et bien effectivement, là aujourd'hui, on est sur autre chose. Mais il me semble que le défaut aujourd'hui d'être dans ce registre-là, je le répète, mais il est très important, sur l'ordre, la procédure, la norme, fait qu'il y a quand même un déficit d'empathie. Et cette empathie-là, qui a quand même été le terreau de cette campagne présidentielle, il s'est fait aussi élire sur cette promesse-là d'avoir une capacité d'écoute. Or, cette écoute-là, j'ai beaucoup de mal à la sentir, ne serait-ce que dans les discours et les mots qu'il utilise ces derniers temps. À l'étranger, c'est un président également autoritaire, c'est comme ça qu'il est perçu, Emmanuel Macron? Non, non, parce que quand on regarde les médias étrangers, ce n'est pas les mots qui reviennent, c'est le libéral, effectivement, c'est plus
le businessman, c'est la jeunesse qu'on souligne, c'est le renouveau, et pas le côté autoritaire. Il y a une nécessité d'incarner la République aussi. C'est le rôle d'Emmanuel Macron d'être dans l'autorité, d'incarner la République et de véhiculer une image forte de la France à travers le monde. Que dirait-on si on avait un président faible, un François Hollande, quelqu'un qui était faible face aux journalistes? Non, il est dans son rôle, et le rôle du président de la République, c'est aussi l'autorité et la fermeté à travers le monde. Mais la limite de l'exercice jupitérien, c'est justement de se couper de la base. Et là, il me semble qu'il y a beaucoup être autoritaire, c'est pas être coupé de la base. Bah oui, mais lui, dans ce qu'il montre ces derniers temps, c'est justement, on le voit peu, on le voit beaucoup à l'étranger, on le voit beaucoup sur des exercices de communication, mais qui sont les gens qu'il reçoit? Est-ce qu'il les entend réellement? Moi, j'entends pas beaucoup de réponses et de mesures aux problématiques que les Français traversent tous les jours. Eh bien, merci pour votre analyse. Merci Élodie Melzarek. Merci à vous, Romain Mouton. Dans un instant, l'entretien du jour, je reçois ce soir Bérengère Bonte pour son livre « Les mercredis de l'Élysée ». C'est une enquête qui nous livre les secrets de 60 ans de Conseil des ministres, de De Gaulle à Macron, en passant par Valéry Giscard d'Estaing ou Nicolas Sarkozy. Ces huis clos du pouvoir sont des moments essentiels de la vie politique qui en disent long, souvent, sur la gouvernance et la vision du chef de l'État. On va en parler, c'est après cette courte bande-annonce. D'ici 2030, on pense au tout électrique pour nos transports. Alors est-ce que vous seriez prêt, vous, à troquer votre voiture diesel ou essence pour une voiture électrique? 100 000 voitures électriques circulent aujourd'hui sur les routes de France. Elles représentent environ 1% du marché des voitures neuves. Il y a vraiment une volonté des villes d'avoir ce nouveau type de solution. On parle de moins d'une dizaine d'années quant à la généralisation de ce type de véhicule. Ce qu'on veut en fait, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'électrique est une solution parce qu'il pollue à sa conception et après en utilisation, il pollue très peu. Donc il faut l'utiliser intensément. Terre à terre, la voiture électrique moins polluante, demain à 23h sur Public Sénat. L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. En pratique, si on regarde l'histoire longue, un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue. Donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle. Chaque semaine, l'historien Fabrice d'Almeida décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA. Un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance, c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui. Une autre façon de comprendre l'actualité. L'info dans le rétro, vendredi à 23h sur Public Sénat. Bonsoir Bérengère Bonte, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à la rédaction d'Europe 1 et vous publiez ce livre, Les mercredis de l'Élysée, aux éditions L'Archipel. Vous nous plongez dans le huis clos du Conseil des ministres, c'est la table du secret. C'est un moment incontournable de la vie politique française. D'ailleurs, c'est un usage, le mercredi, qui remonte à Louis XIV. Absolument. C'est De Gaulle qui l'a instauré dans sa forme actuelle, mais effectivement, j'ai retrouvé traces de médailles qui prouvent qu'effectivement ce conseil avait lieu le mercredi sous Louis XIV et surtout avec une règle centrale qui est le secret. Il en avait même fait imprimer des médailles avec le dieu du silence et c'est une composante, on va dire, absolument centrale. On va y venir, c'est une enquête que vous avez entamée en 2010 sous Nicolas Sarkozy. On a envie de savoir comment vous avez travaillé puisqu'ils ne sont ni filmés ni enregistrés, ces conseils des ministres. Et ce qui complique un peu plus la tâche, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'en parler normalement. C'est vrai que c'est ce qu'on avait martelé au ministre sous De Gaulle, ça ne se raconte pas. Absolument, c'est ce qui beaucoup commencent d'ailleurs par vous dire, tout en s'empressant quand même, une fois qu'ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas en parler et que ça n'avait pas d'intérêt parce que tout est formel et arbitré au préalable, on sent très vite quand même que ce sont des moments qui sont importants dans la vie politique d'un ministre. Et c'est évidemment la principale source. Moi, je ne voulais pas aller chercher les commentaires ni des confrères, journalistes politiques, ni des conseillers, parce qu'ils n'y assistent pas. Les seuls à pouvoir en parler sont les ministres et puis les deux secrétaires généraux qui sont les deux hauts fonctionnaires assis sur une petite table à côté, qui eux prennent des notes versées aux archives nationales. Et c'est ma deuxième source, ces notes qu'on arrive à faire sortir au compte-gouttes, notamment sur les périodes les plus anciennes. Mais là, vous avez du coup un verbatim intégral et souvent assez savoureux, parfois un petit peu éditorialisé. Ça donne quand même des choses très intéressantes, bien sûr. Alors, vous avez fait une classification entre, d'un côté, les antiques, les classiques, les modernes. Il y a réellement une différence d'approche de la part des présidents de ces conseils des ministres. Ah oui, il y a un cadre institutionnel qui est le même. Un ordre du jour, partie A, partie B, partie C, qui n'a pas bougé depuis De Gaulle, même si
Nicolas Sarkozy avait essayé d'instaurer une partie de débat en plus. Ça n'avait pas vraiment partie D. François Hollande, ça n'avait pas vraiment marché sous Sarkozy, ça n'a pas plus fonctionné sous Hollande. Ça semble là, en revanche, cette fois-ci, fonctionner réellement. C'est ce qui explique la longueur des conseils, on l'a parfois noté, qui font parfois 3 heures, 3 heures et demie, là où sous Nicolas Sarkozy ou sous François Mitterrand, on pouvait être à 1 heure, 1 heure et demie. Donc il y a cette partie de débat qui est quelque chose de très compliqué à mettre en place et qui est une volonté du président Macron. Et quand s'il faut établir des différences, c'en est une assez importante. Ça ne fonctionne, et j'y reviens, que si le secret est respecté. Ouais, c'est vraiment... Ce qui n'a pas fonctionné sous Nicolas Sarkozy pour le débat, c'est avant tout ça. Ce qui n'a pas fonctionné sous Hollande, c'est la même chose. Et vous avez dans le gouvernement actuel 2 ministres seulement qui ont connu les 2 époques, Hollande et Macron, et qui vous disent, Annick Girardin, qui est en charge de l'outre-mer, me dit, mais moi, les premiers conseils de Macron, je l'ai bouclé. Parce que j'étais persuadée que ça allait fuiter instantanément. Et pourtant, Emmanuel Macron, vous le dites, comme le général de Gaulle n'aime pas les taiseux, il les incite à prendre la parole à ses ministres, justement, puisqu'il y a moins de fuites aussi dans la presse, c'est plus facile pour eux. C'est parler ou taisez-vous à jamais. J'exagère un peu, mais c'était très vrai sous de Gaulle. Les ministres du général qui, pour la plupart, ne sont plus là, mais que j'ai pu rencontrer au début de mon enquête, vous disiez à quel point ils étaient un peu, même beaucoup, tétanisés par ces tours de table que de Gaulle faisait sur la sortie de l'OTAN. Il disait, voilà, la semaine prochaine, je veux tous vous entendre sur la sortie de l'OTAN. J'arbitrerai, mais je veux tous vous entendre. Alors, pour Emmanuel Macron, il n'y a sans doute pas la même tension, mais effectivement, lui aussi déteste les taiseux. Il ne s'agit pas de ronchonner, de ne pas dire clairement. C'est comme ça que les arbitrages sur Notre-Dame-des-Landes ont été pris, c'est ce que vous racontez dans votre livre? Alors, il y a un tour de table, il y a eu un tour de table, je raconte le tour de table du mois de décembre, là où la décision est annoncée mi-janvier. Ça n'est pas le moment où la décision est prise. Dans l'esprit de Emmanuel Macron, ça permet de faire germer et de maturer les choses. Mais en revanche, c'est le moment où, quand même, des différences peuvent s'exprimer. Jean-Yves Le Drian, qui était plutôt favorable, même très favorable à cet aéroport. Nicolas Hulot, qui était fermement opposé. Et tout ça s'exprime quand même autour de la table du Conseil des ministres, qui est assez nouveau. Mais encore une fois, le Conseil s'achève. Et Emmanuel Macron arbitre de son côté. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la décision elle-même, il leur a annoncé en Conseil des ministres, ils étaient 2 ou 3 à la connaître, quand ils sont arrivés au Conseil, ils ne savaient pas ce qu'avait décidé Emmanuel Macron concernant Notre-Dame-des-Landes, et ça c'était 1 mois et demi plus tard. Donc c'est quand même on sent qu'Emmanuel Macron veut faire de ce moment-là quelque chose un vrai outil de collégialité. On va voir avec le temps si ça fonctionne si bien que ça, hein, mais on sent, et quand vous en discutez avec les conseillers notamment, vous comprenez qu'ils y ont pensé, ça aussi c'est nouveau, avant la présidentielle. Vous avez 1000 choses à penser pendant une campagne. On pourrait comprendre que ce ne soit pas à ça que vous réfléchissez. Ils y ont quand même réfléchi. Ils ont notamment réfléchi au fait d'avoir une équipe plus resserrée, ce qui permet la collégialité. Et de libérer la parole. Votre livre recèle de nombreux documents. On l'a dit, c'est une enquête très documentée. Il y a eu aussi beaucoup d'anecdotes. Vous parlez justement de la façon dont Emmanuel Macron a banni les téléphones portables. Il y a aussi parfois, un exploit, hein. Oui, l'incursion de Nemo. C'est aussi l'endroit où on se fait engueuler, un Conseil des ministres. Ah, on peut, oui. Et là aussi, les présidents ont des attitudes différentes sur ce sujet-là. Le ton est quand même pas mal monté sous Nicolas Sarkozy, clairement. Et malheureusement pour ceux qui se faisaient doucher comme ça sortait en général assez vite dans la presse, notamment dans le Canard enchaîné. Il y a cette fameuse page 2 qui regorgeait globalement d'histoires qui sont vraies, semble-t-il. Les ministres eux-mêmes nous vous le disent. Parfois un petit peu arrangées. Et dans tous les cas, il faut toujours s'interroger sur qui fait fuiter. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a de la tactique, il y a une forme de tactique. Il y a toujours ces jeux de cours, justement, et on parlait de bien entendu, la façon dont c'est codifié, le placement, on se fait circuler des mots. Il y a beaucoup d'inimitié entre les ministres. C'est le moment, les mots en question, ils peuvent être, ça va du très anecdotique, c'est vraiment des grosses vannes de cours de récré à certains moments, j'en raconte certaines. Ouais. Et puis c'est parfois des dossiers, parce que c'est parfois le seul moment où ils se voient les uns les autres. Donc, as-tu des nouvelles de mon dossier, machin, telle subvention. Alors, il peut y avoir aussi des
demande en tout légal, mais je veux dire d'un coup de pouce de tel ministère pour la construction d'un lycée, pour la construction d'une piscine, avec telle subvention, etc. Donc c'est quand même le moment. Il y a à ce moment-là des petits mots, et puis il y a juste avant un petit café qu'ils prennent ensemble. Là aussi, c'est un moment de collégialité qui est intéressant à observer là, avec l'équipe Macron, avec sa composition. Vous parlez de cours de réaction, c'est pas que solennel. Nicole Belloubet, vous la confiez, c'est aussi parfois pas si guindé que ça. Elle chante beaucoup, la garde des Sceaux, paraît-il. Alors, elle n'a pas non plus, c'est pas la Castafiore au milieu du Conseil des ministres, mais 3h30 sans sortir une vanne, Nicolas Hulot, par exemple, tient pas. Il le dit clairement. Et Nicole Belloubet, effectivement, qui est une passionnée de chant, a une ou deux fois terminé des vers qui lui rappelaient une chanson, une phrase, en fait, qui lui rappelait une chanson. Elle n'a pas non plus chanté à tue-tête. Eh bien, merci beaucoup, Bérangère Bond. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Mercredis de l'Élysée. C'est donc aux éditions L'Archipel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site internet, publicsénat.fr. Demain, l'invité de notre matinale Territoire d'Info sera Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Très bonne soirée à tous.